Bonjour, bienvenue dans votre magazine de l'innovation, édition spéciale aujourd'hui avec la grande interview de la directrice adjointe du Centre Internet et Société du CNRS. Francesca Musiani se passionne pour les infrastructures et comment elles sont utilisées comme un outil de pouvoir. Elle nous expliquera notamment comment une architecture peut déstabiliser toute une économie ou encore de quelle façon des choix technologiques a priori purement techniques deviennent des instruments de résistance politique. Alors ce sera votre interview, Francesca Musiani, dans quelques instants. Nous allons d'abord écouter en première partie Jérôme Bouteiller qui est en visio avec nous aujourd'hui, fondateur d'Écran Mobile. Il nous chroniquera l'actu du mobile de la semaine. Et nous écouterons également Alain Staron qui est installé à nos côtés, spécialiste des business disruptifs, qui nous dira ce qu'il pense de l'annonce récente du groupe Fiat Chrysler qui ouvre des magasins de mobilité. Et puis, en fin de cette émission, nous reviendrons à la science avec Cécilia Sévry et son rendez-vous dans l'espace qui sera dédié aujourd'hui aux astéroïdes. Alors tout de suite, place à l'actu du mobile. Bonjour Jérôme Bouteiller. Bonjour Delphine. Alors vous n'êtes pas en plateau ce matin, vous êtes derrière votre smartphone. Ça tombe bien, c'est pour nous parler du marché des smartphones. Oui, bonjour Delphine. Comme chaque trimestre, l'Institut Canalys a livré son analyse du marché des smartphones, un marché colossal à 1,4 milliard d'unités vendues par an, mais qui affiche depuis 2017 une légère baisse, preuve de sa maturité ou d'une certaine saturation des consommateurs. Le troisième trimestre 2020 n'échappe d'ailleurs pas à cette règle, puisqu'avec 348 millions d'unités écoulées en 3 mois, il affiche une baisse de 1% par rapport au troisième trimestre 2019, mais une hausse de près de 22% par rapport au deuxième trimestre 2020 qui était marqué par la crise du Covid. Et alors, qui sont les champions des constructeurs de smartphones ? Alors, la première information, c'est que Samsung est redevenu numéro 1 mondial du smartphone. Il a écoulé plus de 80 millions de smartphones ce trimestre contre 79 millions au troisième trimestre 2019. Il voit sa part de marché remonter à 23%. En gros, près d'un smartphone sur 4 vendu dans le monde est un Samsung. La seconde information, c'est que le chinois Huawei, qui s'était hissé à la première place du classement, et donc a reculé à la deuxième place. Il a écoulé que 51 millions de smartphones ce trimestre contre 67 millions il y a tout juste un an. Sa part de marché retombe sous les 15%, mais lui permet de conserver in extremis sa deuxième place. Pour sa défense, il faut rappeler que Huawei avait été sanctionné par la Maison-Blanche et par Donald Trump, et que un smartphone était livré sans les applicatifs Google, ce qui avait pu effrayer certains consommateurs. Et la troisième information notable, c'est que Apple est relégué à la 4e place du segment. Le retard de l'iPhone 12, également pour cause de Covid-19, n'a pas permis aux constructeurs californiens de réaliser un bon mois de septembre, et il n'a écoulé que 43 millions d'unités au troisième trimestre 2020, en retrait de 1%. Mais alors Jérôme, dites-nous qui se hisse à la 3e place sur le podium ? Eh bien, c'est un autre constructeur chinois, Xiaomi, qui se hisse ce trimestre à la 3e place du podium, donc devant Apple, mais juste derrière Huawei. Avec 45 millions de smartphones écoulés ce trimestre, Xiaomi s'octroie 13,5% de part de marché et affiche surtout une croissance très spectaculaire de plus de 45% d'une année sur l'autre. Si cette dynamique se maintient, Xiaomi pourrait devenir numéro 2 mondial devant son compatriote Huawei, voire numéro 1 mondial l'année prochaine devant Samsung. Impressionnant. Est-ce qu'il y a d'autres marques chinoises à surveiller ? Oui, alors la Chine place déjà 2 marques sur le podium mondial avec Xiaomi et Huawei, mais derrière, il y a d'autres marques qui sont en train de monter en puissance. Dans le top 10 mondial, on peut par exemple citer les marques Vivo, Oppo, Realme, OnePlus, que vous connaissez sans doute, et qui appartiennent toutes au groupe BBK Electronics, un groupe basé à Shenzhen, dans le sud de la Chine, et qui est déjà numéro 1 dans certains pays comme en Inde. On peut également citer le groupe Tino, qui n'est pas forcément connu sous ce nom en France, mais on connaît ces smartphones Wiko, qui affichent un excellent rapport qualité-prix, qui ont un certain succès en France. Et enfin, évidemment, évoquer la marque Lenovo, très connue sur le marché des PC portables, puisqu'ils sont numéro 1 mondial, et qui a récemment racheté la marque Motorola pour se développer sur le segment des smartphones. Et vous iriez jusqu'à dire qu'on se dirige vers un monopole chinois ? Oui, on peut dire que le téléphone mobile a été inventé dans les années 70 par les États-Unis, notamment par la marque Motorola, puis il a été démocratisé par les Européens avec les marques Ericsson ou surtout Nokia. Mais aujourd'hui, c'est clairement une spécialité asiatique, japonaise, sud-coréenne et désormais effectivement majoritairement chinoise. La quasi-totalité des smartphones sont fabriqués aujourd'hui en Chine, même l'américain Apple, il sous-traite la fabrication de l'iPhone chez Foxconn. Et aujourd'hui, la Chine ne veut plus se limiter
à être l'usine du monde. Elle crée ses propres marques. Elle les distribue également via ses marketplaces et elle veut aussi monter en puissance dans la technologie matérielle et logicielle. Pékin n'a pas du tout apprécié les attaques des États-Unis contre son champion Huawei. Et le 14e plan quinquennal dévoilé lors de la 19e session plénière du comité central du Parti communiste chinois vise ni plus ni moins que l'autonomie technologique chinoise à l'horizon 2025, avec probablement des processeurs chinois, un système d'exploitation chinois. Donc pour les Occidentaux qui avaient un petit peu naïvement délocalisé leurs usines en Chine dans les années 2020, il est sans doute trop tard pour réagir. Et une fois de plus, ce grand pays communiste nous donne une leçon de capitalisme. Francesca Musiani, vous avez une réaction sur ce désir d'autonomie technologique de la Chine ? Oui, alors c'est vrai que la Chine se propose comme un modèle de ce qu'on peut appeler de souveraineté technologique, souveraineté numérique depuis déjà assez longtemps. Ils ont leur propre modèle à eux pour faire ça. On pourra reparler dans l'interview de comment des différences, par exemple, avec la Russie, qui tend vers le même objectif, mais avec des moyens différents et un historique différent aussi. En ce qui concerne la Chine, c'est vrai qu'ils sont devenus pas seulement l'usine du monde, mais vraiment, il y a toute une démarche de conception toujours plus complexe et toujours plus pointue qui est relocalisé de plus en plus en Chine et en termes des services Internet, même comme les moteurs de recherche, les réseaux sociaux. Voilà, leur modèle de souveraineté numérique, c'est vraiment d'une grande autonomie également. Ils sont arrivés à imposer leur propre moteur de recherche avec Baidu, leurs propres réseaux sociaux. Google ne perce pas, voire même aussi parce qu'il est interdit d'accès sur la plupart du territoire chinois. Donc c'est vrai que l'ensemble de tous ces composantes-là, ça donne un pays qui est très autonome du point de vue de l'Internet national, avec toutes les critiques que cela peut engendrer aussi du point de vue de la surveillance et de la censure de ses citoyens. Mais ils sont une grande machine industrielle. On parlera à l'occasion de votre interview tout à l'heure aussi du modèle de la Russie que vous étudiez de près. Jérôme Bouteiller, juste une dernière news. Je sais que vous en avez plusieurs à partager aussi sur la Chine et les États-Unis. Juste une pour terminer sur l'actu mobile de la semaine. Peut-être sur la 6G, on sait que les Américains veulent revenir un peu dans la course dans la téléphonie mobile. Et alors que la 5G fait ses débuts de part et d'autre de l'Atlantique, les Américains ont lancé la Next G Alliance, qui est une association qui va regrouper des opérateurs mobiles comme AT&T, Verizon, Time Mobile, des fournisseurs de technologies comme Ciena, Qualcomm et VMware, et surtout des éditeurs de logiciels comme Facebook ou Microsoft. L'ambition, c'est de développer avant la fin de cette décennie donc une 6G peut-être plus logicielle que matérielle, et qui vise des débits qui se chiffreront en dizaines de gigabits par seconde si tout se passe bien. Merci beaucoup Jérôme Bouteiller pour ces actus en direct de chez vous depuis votre smartphone sur le business du mobile. On enchaîne avec Alain Starot. Bonjour Alain. Bonjour Delphine. Alors, vous êtes l'auteur d'un ouvrage que j'ai présenté ici la semaine dernière. D'ailleurs, je vais rappeler le titre: Autodisruption, la transformation digitale des produits et services de l'entreprise. Vous avez à cette occasion développé l'idée qu'il y avait quelque chose d'important à prendre en compte dans la transformation numérique, c'était l'autodisruption, autrement dit, créer son propre concurrent pour ne pas se faire doubler et garder un coup d'avance. Alors aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir votre regard sur l'actualité économique sous cet angle de la disruption. Et ce qui vous a intéressé là cette semaine, c'était mercredi, c'était une annonce du groupe Fiat Chrysler qui ouvrait des magasins de mobilité. Magasins de mobilité. Alors qu'est-ce que ça veut dire déjà peut-être En fait, c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui, ces temps-ci, pour un fabricant automobile de se développer correctement, en particulier en ville. Il n'y a pas qu'à Paris, mais on n'aime pas trop la voiture en ville. Et pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez d'une part des offres de transport en commun très développées, d'autre part des embouteillages sans fin pour les voitures, et donc des offres alternatives qui se développent. Et si on veut être confortablement installé, on a le taxi ou le VTC et sa voiture. Donc, si on ne peut plus vendre des voitures, peut-être qu'on peut les louer. Et c'est tout l'objet du Mobility Store, de se dire, je vais installer des endroits dans lesquels je vais pouvoir louer des voitures. Donc c'est une agence de location en fait. C'est une agence de location qui dit je peux louer à l'heure, sauf qu'avec 400 magasins dans toute l'Italie, ça n'en fait pas beaucoup près de chez soi. Et donc je ne vais pas passer 2 heures dans les transports pour louer une voiture pour 1 heure. Donc on voit bien que la difficulté du modèle tient en particulier au fait qu'on a assez peu de points de vente. Et donc s'il faut y aller, je vais louer pour quelques jours, quelques mois. La bonne chose dans ce système, c'est que si vous louez une voiture dans le groupe Fiat Chrysler, vous pouvez louer la voiture que vous souhaitez.
Donc ils ont mis en place une offre intéressante qui est que vous pouvez louer un jour une petite voiture, un autre jour une citadine, voire une Maserati pour les grandes occasions. Et pour la durée de notre choix, en fait. En fait, c'est limité à 60 jours dans l'année. C'est un abonnement mensuel, donc on paye tous les mois pour quelques jours par an. C'est très chic parce qu'on peut le faire sur Amazon, donc ça se veut moderne, hein, on peut prendre sa location sur Amazon, mais c'est surtout réservé aux possesseurs d'une Fiat 500. Autrement dit, ça ne remplace pas la voiture, ça rend votre voiture à géométrie variable. Donc on est bien dans un ADN qui reste très confronté à celui de l'automobile. Qu'est-ce que je fais pour continuer à pouvoir vendre des voitures? Donc vous diriez que c'est pas si disruptif que ça. Dans un monde qui n'en veut pas. Alors si on regarde bien ce que les autres constructeurs font, s'il faut répondre à une demande de mobilité instantanée. Je veux aller prendre le métro, je descends, je veux appeler un taxi, j'appuie sur mon... Enfin, déjeuner. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, je ne peux pas louer des voitures au mois. Je suis obligé de poser des voitures dans la rue que tout le monde va venir chercher. Modèle d'Autolib qu'on a connu. Modèle d'Autolib qui n'a pas résisté. 4000 Autolib contre 20 000 chauffeurs Uber. Je ne vais pas aller réserver une voiture ou me déplacer quand si j'appuie sur un bouton, la voiture vient. Chernao, qui est la filiale de Daimler et de BMW sur ce sujet, va un cran plus loin. Elle vous livre votre voiture. C'est comme si l'Autolib arrivait en bas de chez vous, au coin devant le café. C'est pas mal, mais il faut quand même réserver. Donc il semblerait qu'aujourd'hui, si on veut répondre à une demande instantanée, on n'a pas d'autre solution que de mettre un chauffeur dans la voiture qui apporte la voiture devant chez soi. Et c'est donc Uber. C'est peut-être aussi le plus économique parce que ça coûte très cher de mettre des voitures disponibles partout dans la rue qu'on peut prendre à n'importe quel moment. Exactement, c'est le plus économique. Et donc aujourd'hui, aujourd'hui à l'instant T, hein, le bon mouvement pour un constructeur automobile est peut-être de se lancer dans les VTC. Si on regarde les VTC, le dernier VTC libre s'appelait chauffeur privé, a été racheté par qui? BMW et Daimler. Et quand vous dites ça, se lancer dans le VTC, c'est fournir la voiture ou acheter vraiment le service? Et alors voilà, si on fournit la voiture, eh bien on fait comme Renault qui vend des voitures à Uber, on fournit quelques voitures, Uber détruit le marché de la voiture, puisque en fait avec une voiture et un conducteur, on transporte plein de gens, plutôt que de garder ma voiture au garage. Donc j'ai moins de voitures vendues. Donc quand je vends des voitures à Uber, je vends des voitures à mon fossoyeur. C'est un peu direct et c'est quand même un peu compliqué. Donc ça ne suffit pas. Toyota, par exemple, investit dans Uber en se disant si jamais le marché change, je serai quelque part, j'aurai un peu de la valeur de ce nouveau marché des voitures distribuées, enfin conduites par des chauffeurs pour être plus près des gens. Est-ce qu'il faut s'arrêter là? En fait, quand on regarde bien ce que fait Toyota avec Uber, ils vont un cran plus loin. Ils se disent c'est quoi le coup d'après? Quand on investit, il vaut mieux regarder ce qui va se passer après. Le coup d'après, c'est les voitures autonomes. Toyota et Uber co-investissent dans les véhicules autonomes. Et quelle est la force d'un véhicule autonome? C'est que votre Autolib, il vient vous chercher. Alors donc, pour conclure, on dit quoi? Disruptif, pas disruptif, le magasin de mobilité de Fiat Chrysler? Pour conclure, je pense que c'est une tactique très court terme qui ne va pas pouvoir résister très longtemps. La bonne nouvelle, c'est qu'à côté, Fiat Chrysler a un deal avec Waymo pour développer des véhicules autonomes. À suivre. Merci beaucoup Alain Staron, PDG d'Amborella, et Francesca Musiani, vous restez puisque c'est l'heure de votre grande interview CNRS. Francesca Musiani, c'est l'heure de votre grande interview. Alors, vous êtes docteur en socio-économie de l'innovation, directrice adjointe du Centre Internet et Société du CNRS, que vous avez d'ailleurs cofondé avec une autre chercheuse, Mélanie Dulon de Ronet. Votre spécialité, c'est l'étude de la gouvernance de l'Internet. Vous regardez comment l'infrastructure technologique est utilisée comme outil de pouvoir. Première question très simple déjà, à quoi ressemble cette infrastructure qui est Internet que nous utilisons tous les jours ? Alors, c'est une question à la fois simple et compliquée de réponse. C'est simple parce qu'on a d'instinct tous une petite idée de qu'est-ce que c'est qu'une infrastructure. C'est quelque chose en général de très concret et matériel qui sert à soutenir les activités humaines en tout genre. Ça devient un peu plus compliqué, au moins parmi les chercheurs qui s'occupent de ces questions-là, en ce qui concerne l'Internet, de donner une réponse à la question qu'est-ce que c'est qu'une infrastructure, parce que il y a beaucoup d'autres choses sur Internet qui ne sont pas matériels au sens que pourrait l'être un pont ou un tuyau, mais qui ont quand même une fonction d'infrastructure
pour les utilisateurs. Par exemple, les protocoles, à commencer par l'Internet Protocol, qui voilà, est vraiment la toile On de résume fond en IP, de nos communications. notre adresse IP. Absolument, donc qui entre autres, voilà, on a tous une adresse IP lorsqu'on se connecte à Internet. Donc voilà, il y a ces composantes. Un autre exemple dont on parle beaucoup aujourd'hui parce que ça informe beaucoup de nos comportements sur la toile, c'est les algorithmes. Voilà, ça c'est des choses qu'on ne peut pas toucher, mais qui sont fondamentalement, à l'origine de l'Internet, on a décidé d'une infrastructure type pour que ça fonctionne, pour qu'on puisse communiquer tous rapidement d'un bout à l'autre de la planète. Alors, quelle est cette infrastructure? C'est distribué, c'est ça? Oui, alors c'est une infrastructure, ou plutôt une architecture, dans ce sens, Oui. l'infrastructure, voilà, si on prend l'infrastructure, ce sont les tuyaux. C'est les tuyaux, au moins au début, et l'architecture, voilà, c'est le modèle qui sous-tend nos communications, la façon dont les paquets sont distribués dans l'Internet et tout ça. Et donc, effectivement, l'Internet est né comme un réseau qui devait se passer de points de contrôle et de passage obligatoires. Et donc, c'est né comme quelque chose de distribué où des paquets pouvaient prendre des directions différentes pour arriver à leur destination. Et le modèle de fond de l'Internet est encore ça, mais par ailleurs, au fur et à mesure que ça devenait un phénomène de masse et un phénomène économique et un phénomène d'intérêt de puissants acteurs, il y a eu plusieurs points de contrôle qui ont été introduits. Alors lesquels? Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme point de contrôle? Alors, il y en a qui ont trait à l'infrastructure matérielle. Donc, par exemple, les grandes plateformes, les grands acteurs comme Google ou Facebook disposent de très grands centres de données où ils duplique, pour le dire vite, toute l'information voilà, à laquelle nous, on accède quand on fait une requête Google ou quand on va sur Facebook pour regarder notre profil ou le profil de nos amis. Voilà, tout ça, d'un point de vue matériel, c'est des données qui sont stockées dans des centres de données qui, voilà... Est-ce qu'il le duplique à l'identique, cet Internet ? Alors oui, disons que quand on va chercher une information sur Google, oui. On va toujours chercher quelque part dans les centres de données de Google qui ont effectivement dupliqué cette information. Ça change quelque chose par rapport à ce qu'on pouvait avoir avant, où on allait directement dans les centres distribués? Alors, ce qui change, c'est que Google dispose d'un certain nombre d'algorithmes pour nous proposer certaines informations en priorité plutôt que d'autres. Donc, je ne sais pas si c'est déjà arrivé à quelqu'un d'arriver à la deuxième page d'une requête Google. Voilà. Mais non, en général, ce qu'on regarde, c'est les premiers 10, peut-être 5 résultats qui nous reviennent de notre requête. Donc, le fait que Google nous propose en priorité sur la base de son algorithme certaines informations plutôt que d'autres est vraiment très importante pour voilà, notre accès. Ça leur permet de transformer en fait la vision qu'on peut avoir d'Internet, et on n'a pas tous la même en plus. On pourrait ne pas avoir tous la même, d'autant plus que, voilà, et ça a été une des principales évolutions de Google au fil des années, c'est que maintenant on nous propose une navigation personnalisée, oui. Comme une des fonctions de notre compte Google, qui est cette espèce de sésame à l'écosystème Google qui inclut aussi l'agenda, le mail, etc. Ce qui bien sûr est notre cocon qu'on nous rend de plus en plus confortable pour qu'on ne s'en échappe pas et qu'on utilise toutes les fonctionnalités et on fournit des données sur nous, desquelles après autre chose est fait. C'est ce qui explique qu'on parle beaucoup de cet Internet invisible auquel on accède très peu et qui est le massif en fait, qui est la plus grosse part d'Internet à laquelle on n'accède jamais. C'est parce qu'on passe par des serveurs centralisés qui sont gérés par des plateformes. Oui, alors c'est ce qu'on ne voit pas aussi, c'est tous les... par exemple, le système qui fait en sorte que quand on insère une adresse Internet dans notre navigateur, on arrive bien sur telle ressource et pas une fois sur une fois sur l'autre. Ça, c'est le système de nom de domaine qui est une espèce d'annuaire de l'Internet, voilà, qui, grosso modo, garantit l'unicité des ressources Internet. Donc ça, c'est quelque chose de très important pour l'utilisateur, mais qui ne se rend pas foncièrement compte de ce qui est, du mécanisme qu'il y a derrière à chaque fois
qu'il met une URL dans son navigateur. Donc voilà, il y a beaucoup d'autres exemples de cet Internet, de cette partie invisible de l'Internet qui est cruciale à son fonctionnement. C'est-à-dire, si je ne connais pas l'adresse, je ne peux pas arriver dessus. Oui, alors on peut y arriver en cherchant des mots-clés sur Google et Google nous proposera, Google ou notre moteur de recherche préféré, il nous proposera l'adresse comme elle est exactement. Mais si on devait effectivement arriver à une ressource sans connaître ou sans pouvoir arriver à une URL alphanumérique qui est amicale pour nous à comprendre, on aurait une série de chiffres et de points qui ne nous diraient pas grand-chose et qui sont difficiles à mémoriser. Et le DNS met en relation l'adresse avec des mots, qui est intuitif pour nous, avec cette séquence de chiffres. Alors, j'ai reçu Nicolas Chani cette semaine à l'occasion de l'ouverture du Forum mondial de la gouvernance d'Internet. Et on a parlé, mais on a évoqué très rapidement le modèle d'un Internet ouvert qui est défendu par l'Internet Society France, d'ailleurs dont vous êtes vice-présidente également. Est-ce qu'aujourd'hui, on est toujours dans ce modèle d'idéologie du départ, on va dire, d'un Internet ouvert qui est le même pour tous, accessible à tous ? Alors, la réponse en un mot est non, avec des îles de résistance. Alors, c'est vrai qu'il y a le modèle qui a fait le succès des très grandes entreprises de l'Internet aujourd'hui, ce n'est pas celui d'un Internet ouvert, c'est celui de créer son propre écosystème. On a appelé silo aussi, une économie de silos de données où les utilisateurs seraient... L'inverse d'ouvert, c'est propriétaire ? L'inverse d'ouvert, c'est... Oui, on peut dire ça. Oui, c'est le modèle où... pour la gratuité des services qu'on nous propose, on donne en contrepartie les données qu'on dissémine parfois à notre insu et qu'on donne parfois volontairement. C'est des tonnes de situations différentes se profilent pour les utilisateurs. Mais le business model de ces entreprises, c'est de capter ces données et de faire des statistiques et des réagrégations et des reconfigurations de ces données à très très large échelle pour nous proposer des services plus personnalisés d'un côté, mais de l'autre côté, ça c'est... Alors, que pensent les pères fondateurs de l'Internet qui ont voulu justement ce modèle ouvert, de ce qu'il est en train de se passer avec, on parle de bulle informationnelle, mais c'est un peu la reproduction de ces architectures plus fermées, plus propriétaires que créent les plateformes. Est-ce qu'il y a une mobilisation contre ça aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a une guerre sur la gouvernance de l'Internet ? Alors oui, il y a plusieurs, voire même plusieurs controverses et conflits, au moins c'est pas une seule guerre, c'est une multitude de fronts. Alors, il y a par exemple Tim Berners-Lee, qui est le principal inventeur du World Wide Web, qui récemment, c'est à l'occasion de l'anniversaire du web, s'est prononcé par exemple sur les dérives, ce qu'il perçoit comme les dérives du web, et a proposé un web alternatif qui reviendrait à un modèle plus distribué qui reposerait sur des dynamiques. C'est-à-dire qu'il faudrait casser ce nouveau web pour en créer un autre. Il faudrait assez profondément revoir le modèle économique des acteurs dominants du web actuel pour pouvoir faire ça. Oui. En fait, le problème pour faire ça, c'est que la raison pour laquelle il y a un quasi-monopole qui s'est instauré dans la plupart des secteurs des services Internet, il y a un quasi-monopole pour un moteur de recherche avec Google, réseaux sociaux pour Facebook, et ainsi de suite, et qu'il y a des très puissants effets de réseau ou de boule de neige qui font en sorte que non seulement les utilisateurs qui sont déjà dedans ne voient pas d'intérêt à en partir, mais aussi qu'ils constituent une très forte attractivité pour ceux qui n'y sont pas encore. Et donc du coup, tout ça se renforce de plus en plus, et le business model basé sur la captation des données et l'économie de l'attention ne s'en voit que renforcer. Et donc il faudrait le casser
pour pouvoir reconstruire à nouveau. On ne peut pas juste le transformer en douceur aujourd'hui. C'est intéressant de voir le pouvoir des plateformes à travers ces questions d'architecture. Il y a un débat aussi qui a fait beaucoup de bruit pendant quelques temps sur la neutralité du net. On en entend un peu moins parler en ce moment. Qu'est-ce que ça veut dire, la neutralité du net, et pourquoi est-ce qu'on cherche à la remettre en question ? Alors oui, ça c'est une des controverses de longue date de la gouvernance d'Internet. En fait, le principe de la neutralité du net, c'est que il existe plusieurs types de trafic et de paquets sur Internet. Et l'idée de la neutralité du net, c'est que le réseau ne doit pas discriminer entre paquets selon leur contenu, leur émetteur ou leur destinataire. Tous les paquets devraient être traités de façon égale. Alors, bien sûr, ça va à l'encontre potentiel ou en cours des intérêts économiques de certains acteurs, parce que l'idée d'avoir des routes préférentielles pour certains types de paquets serait bien sûr d'intérêt pour promouvoir certains usages plutôt que d'autres. En fait, on a vu, on a pu assister en tant qu'utilisateur à une guerre qui s'est jouée ouverte entre les opérateurs de télécom. Donc vraiment pour schématiser, on va dire ceux qui posent les tuyaux pour nous permettre de recevoir les données, et puis ceux qui fournissent les services, donc par exemple les Google et Facebook, qui mettent beaucoup d'informations dans les tuyaux, de plus en plus, avec des vidéos sur YouTube et tout ça. Donc ça encombre les tuyaux, mais qui paye les tuyaux sont les opérateurs, qui touche le plus d'argent, ce sont les fournisseurs de services. Donc il y a eu un déséquilibre financier, et nous, utilisateurs, on était un peu pénalisés, parce qu'il arrivait qu'on avait du mal à voir des vidéos sur YouTube, parce qu'en fait, les tuyaux n'étaient plus assez gros et personne ne voulait investir dedans. Comment cette question très business est en train de se résoudre, et qu'est-ce que ça va avoir pour conséquence ? Est-ce que l'utilisateur va avoir du coup davantage de bandes passantes avec tous les services partout de la même façon, ou est-ce on se dirige vraiment vers des réseaux dédiés à certains services avec des prix différenciés pour les utilisateurs ? Alors, ça, c'est une question qui a été cyclique, en fait. Donc, on ne peut qu'en partie prévoir comment ça va se passer dans le futur. Aussi parce qu'il y a des nouvelles technologies qui se superposent, qui entrent dans le jeu entre-temps. La 5G, par exemple. Donc on a parlé de comment l'Internet des objets pourrait remettre encore une fois en discussion la prochaine frontière de la neutralité du net, parce que si des millions d'objets se connectent dans un espace de temps relativement réduit, ça devrait poser probablement des déséquilibres, et donc il faudra faire des choix. C'est un argument qu'on met en avant. Et en termes de la 5G également... sur la neutralité du net, avant même la 5G, est-ce que le discours est apaisé ? Est-ce qu'il y a des solutions qui ont été trouvées ? Alors, il y a eu des accords qui ont été passés. Il y a eu des régulations plus ou moins contraignantes qui sont entrées en fonction selon les États. Donc, du coup, aux États-Unis, dont on parle beaucoup en ce moment, la Federal Communication Commission, qui est l'autorité de régulation des télécommunications, s'est toujours battue, et ça a été toujours un débat très compliqué. Battu de quel côté ? Pardon ? Battu de quel côté ? Battu pour qui ? C'est battu pour que la neutralité du net reste autant que possible. Donc ça veut dire pour que les fournisseurs de services participent davantage aux frais d'infrastructure. Pour que le gâteau soit mieux réparti, absolument. Et par ailleurs, dans d'autres endroits du monde, il y a eu des initiatives controversées comme Free Basics, par exemple, en Inde, où la neutralité du net aurait été complètement mise à plat, parce que on aurait fourni pour la première fois à des utilisateurs qui n'étaient pas encore connectés à l'Internet une version tout à fait customisée de l'Internet, où seulement certaines pages auraient été accessibles, seulement certains sites auraient été accessibles, notamment ceux des entreprises qui auraient payé pour. Oui, donc encore une fois, on voit comment des choix technologiques, d'infrastructures, d'architecture, des décisions qui nous dépassent, de financement, des tuyaux qui passent sous les océans, peuvent avoir des conséquences sur la manière dont on reçoit, nous, l'information et dont on accède à Internet.
On a commencé à l'évoquer, la 5G. Comment est-ce que ça s'organise, cette gouvernance sur les réseaux? Parce qu'on va avoir effectivement plein de nouveaux appareils qui vont se connecter à Internet. Est-ce qu'il y a des enjeux là aussi de pouvoir avec cette multiplicité d'objets très différents? On a des objets comme je ne sais pas, des lampes dans les maisons, mais aussi des voitures, des routes dans les smart cities, qui vont toutes se connecter au réseau. Qui seront les prioritaires? Comment vont se répartir les pouvoirs? Oui, alors c'est justement le nœud du débat actuellement, mais je pense qu'il, pour le moment, en ce qui concerne la 5G, le débat n'est pas encore tranché sur la mesure dans laquelle le réseau 5G va pouvoir favoriser vraiment tel ou tel autre usage, et aussi si les usages qui sont maintenant surtout dans la tête de développeurs, de concepteurs, d'industriels se passeront effectivement. Oui. Avec un collègue ingénieur, on a réfléchi à un billet dernièrement où effectivement on reposait cette question des usages en disant qu'il s'agit vraiment d'une question très classique de la sociologie de l'innovation. On n'a jamais pu entièrement prévoir les usages d'une technologie. Les usagers ont toujours surpris en reconfigurant une technologie, en se la réappropriant de façon différente à celle initialement envisagée, et d'une certaine mesure, les développeurs ont dû faire avec et reconfigurer. Et là, on a quand même une question aussi de gouvernance entre la société, une partie de la société française qui dit « nous, on n'en veut pas de la 5G et l'industrie qui dit « on en a besoin, nous, en termes d'infrastructure ». Donc on voit déjà qu'il y a une discussion intéressante qui se joue sur cette gouvernance autour de la technologie et de la 5G. Comment est-ce que vous pouvez, chercheurs, puisque vous travaillez, vous étudiez ces questions depuis de nombreuses années, comment vous pouvez aider le régulateur à avancer plus sereinement sur ces questions? Alors, je pense qu'il y a une chose que la recherche sur la gouvernance de l'Internet peut faire. Et d'ailleurs, je pense que par rapport à d'autres domaines de recherche, on est, nous, chercheurs de gouvernance d'Internet, plutôt impliqués dans les institutions et dans les instances de société civile, voilà, par rapport à ce qui peut se passer pour d'autres sujets. Je crois qu'une chose utile... pas juste dans vos labos. Non. Non, il y a à peu près 100 centres Internet et sociétés qui se revendiquent du format actuellement dans le monde. Donc oui, c'est commencé à Harvard et développé fort bien depuis. En fait, une chose qu'on peut faire d'utile, je crois, c'est d'aider le régulateur à penser sur le long terme. C'est-à-dire qu'il y a eu toujours une tendance des régulateurs du numérique à agir dans l'urgence et en mode réactif. On se rappellera comment le pair à pair, les technologies pair à pair de partage de fichiers, qui a permis de télécharger des films, de la musique. Comment ça a été, le régulateur a été pris de panique dans nombreux pays du monde par rapport à cette technologie et a légiféré en mode très réactif, souvent en interdisant ou en ralentissant fortement la technologie. Voilà, on parlait de la neutralité du net, ça a été un exemple où on a carrément ralenti ce type de paquet. Juste pour réexpliquer, remettre un petit peu dans le contexte. Donc, on est au début des années 2000, oui, Napster, à peine, 2000, 1998-2000. Il y a le peer-to-peer, donc une nouvelle forme d'architecture technologique qui arrive et qui permet d'aller télécharger des contenus sur Internet de pair à pair, d'utilisateur à utilisateur, donc de manière décentralisée, sans plus passer par les maisons de disques. Ça a complètement déstabilisé l'économie de l'industrie culturelle. Et ce sont plutôt des sanctions qui ont été prises à l'égard de la technologie, plutôt qu'une réflexion sur comment on travaille sur ces nouveaux usages du numérique. À l'époque, on ne parlait pas du bénéfice de la transformation numérique. Oui, voilà, les débats étaient très ancrés sur, d'un côté, est-ce qu'on peut ralentir la technologie elle-même, et de l'autre côté, c'était très focalisé sur la responsabilité de l'utilisateur. C'était l'utilisateur qui était en train de commettre une infraction et qu'il fallait pénaliser. Et aujourd'hui, est-ce qu'on a évolué avec la 5G ? Sur ces questions, est-ce que le régulateur prend davantage en compte justement l'utilisateur, les usages?
Alors, je crois que pour le moment, il y a une dichotomie assez forte entre le monde de l'industrie qui voit la prochaine grande opportunité en termes, voilà, ça va être une bien meilleure capacité, une bien meilleure latence, ça va servir les nouveaux usages, justement, en se faisant une représentation mentale assez précise de ce que ces usages vont être, mais sans vraiment pouvoir le prédire. Ouais. Et de l'autre côté, la société civile qui se pose un certain nombre de questions, à ma connaissance, sans encore disposer de grand nombre d'études scientifiques sur certains aspects, par exemple les effets précis que ça pourrait avoir sur la santé ou l'argument écologique que ça va être plus, voilà, ça va permettre d'économiser de l'énergie. Donc il me semble que pour le moment, il y a encore, on est à ce stade du débat et on commence à nuancer tous ces arguments aussi parce que Et donc vous, chercheurs, vous pouvez aider à éclairer et l'industrie, le régulateur et les utilisateurs? On peut être au milieu de tout ça et effectivement servir voilà, des points précis du débat avec des études. Mais, et là je reviens à ce que je crois on a fait par exemple quand on a participé à la commission numérique de l'Assemblée nationale il y a quelques années, on peut aider à penser sur le long terme et à revenir à certains principes au-delà du mode réactif pour dire, en fait, par exemple, le droit dispose déjà d'un certain nombre de contraintes et d'opportunités pour encadrer certaines pratiques ou certaines technologies. Il faut ne pas traiter chaque nouvelle technologie comme un ovni dont on repartirait complètement à zéro pour le réguler et pour en comprendre les usages. Les grandes questions de la gouvernance d'Internet sont toujours l'opportunité d'accès, l'égalité, le droit à la concurrence, etc. Voilà, donc on n'a plus beaucoup de temps. Je voulais absolument qu'on parle des résistances numériques. Alors, oui. Vous travaillez actuellement sur la gouvernance de l'Internet en Russie. L'angle de votre étude, c'est la résistance numérique, la résistance donc politique à travers les limites technologiques en fait du réseau, c'est ça? Expliquez-nous. Oui, alors en fait avec ce projet, ce qu'on cherche à faire, c'est de prendre la Russie et son Internet comme un laboratoire de certaines tendances qui ont plus largement lieu dans plusieurs pays du monde en ce qui concerne d'un côté, la très forte envie de l'État russe de mettre en place une souveraineté et une autonomie numérique, on en parlait un peu tout à l'heure, ouais. Donc rendre vraiment ces infrastructures et ces opérateurs de réseau de plus en plus indépendants du réseau global. Et de l'autre côté, justement, l'ensemble de résistances, de critiques, qui sont mises en place par un certain nombre d'acteurs de la société civile, voire de simples citoyens, ou encore, c'est sur quoi je me concentre plus particulièrement avec ma collègue Ksenia Moshina, les réponses technologiques. Donc la guerre qui est effectuée par l'État au niveau de l'infrastructure a aussi des réponses par l'infrastructure de la part des fournisseurs d'accès Internet ou d'autres opérateurs technologiques. Donc là où la politique veut faire une sorte d'Internet propriétaire, c'est ça, d'installer une autorité politique autour du réseau? Oui, alors là, du coup, je pense que le terme plutôt que propriétaire serait vraiment souverain, c'est-à-dire que l'État russe ne veut pas posséder son Internet, mais il veut pouvoir avoir un contrôle et éventuellement l'isoler politiquement, voilà, pouvoir survivre politiquement et sans l'Internet global. Et les résistants, eux, cherchent les failles, en fait, dans l'infrastructure? Ils cherchent les failles dans l'infrastructure, dans l'apparat juridique aussi, parce qu'il y a un certain nombre de lois depuis le début des années 2010 qui ont été votées pour restreindre progressivement la liberté d'un Internet qui était relativement décentralisé et libre. C'est la principale différence avec la Chine. Et donc voilà, c'est ce qu'on observe dans ce projet, c'est la manière, tous les bricolages techniques jusqu'au hacking, etc., qui permettent à ces acteurs de trouver des façons de faire face à une situation. Alors vous reviendrez quand vous aurez les conclusions de cette étude sur les résistances politiques numériques qui émergent. Merci beaucoup Francesca Musiani, chercheuse au CNRS, spécialiste des enjeux de gouvernance de l'Internet. Juste après la pause, nous partons à la découverte des astéroïdes.
Nous sommes de retour pour la suite de Smart Tech et le rendez-vous de Cécilia Sévry dans l'espace. Francesca Musiani est toujours avec nous. On va parler science. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler plus précisément des astéroïdes. En début de semaine, l'un d'entre eux d'ailleurs nous a fait une petite frayeur. Et oui, lundi, un astéroïde est passé tout près de la Terre et il a fait beaucoup parler de lui car on ne pouvait pas précisément à ce moment-là évaluer sa trajectoire. De quoi alimenter tous les fantasmes d'un véritable Armageddon pour clore cette belle année 2020. Mais en réalité, Delphine, il n'y avait pas vraiment de quoi s'inquiéter. Selon la NASA, la probabilité que cet astéroïde ne tombe sur notre planète n'était que de 0,41, soit une chance sur 240. Et puis en fait, cet astéroïde, il n'est pas vraiment nouveau, il passe tous les 2 ans près de nous. Mais si on l'a réellement observé, pour la première fois, c'était seulement en 2018. À l'époque, les astronomes ont pu le surveiller pendant 13 jours avant qu'il ne soit trop loin de la Terre. Pour le voir, on sait donc que 2018 VP1, c'est son nom, ne mesure pas plus de 2 mètres d'envergure seulement. Or, s'il venait à plonger dans notre atmosphère, les risques de dégâts au sol seraient quasiment inexistant puisque l'objet se désintégrerait dans l'air, laissant derrière lui une traînée de débris absolument inoffensifs. Par ailleurs, la Terre, quand même, il faut le rappeler, est recouverte de 70% d'eau. Cela laisse assez peu de chance à ces petits bouts d'astéroïdes de tomber sur la Terre ferme. On va rappeler autre chose. Qu'est-ce qu'un astéroïde ? Alors, les astéroïdes, ce sont des restes de planètes. Des planètes qui n'auraient pas réussi à se développer en partie en raison de la force de gravité de Jupiter. Pourquoi ? Parce que Jupiter, c'est la plus grosse planète de notre système solaire, une planète géante avec une masse impressionnante. Et on en a déjà parlé sur ce plateau. Dans ces cas-là, la force d'attraction aussi est assez grande et résultat, elle perturbe la naissance des planètes qui sont à proximité. Les noyaux n'ont pas le temps de se former, ils se désagrègent. Alors voilà. Et donc, on les trouve où massivement, ces astéroïdes ? Alors, la plupart de ces astéroïdes gravitent entre Mars et cette planète géante Jupiter au sein de ce qu'on appelle la ceinture principale d'astéroïdes. Vous la voyez à l'image, entre 330 et 500 millions de kilomètres du Soleil. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a certains de ces astéroïdes dont la trajectoire peut croiser l'orbite d'une planète comme la Terre. Dans ces cas-là, on appelle ça des géocroiseurs. Mais on ne doit pas s'inquiéter parce que, en fait, on s'inquiète qu'à partir d'un certain moment. C'est-à-dire qu'il y a des critères. S'il mesure 130 mètres de diamètre et surtout s'il s'approche à moins de 8 km de notre planète, là, ils sont classés comme potentiellement dangereux. D'ailleurs, l'Agence spatiale européenne, l'ESA, tient à jour ce qu'ils appellent une risk list qu'on peut consulter sur Internet si on veut avoir l'esprit un peu plus tranquille. Un inventaire des objets pour lesquels une probabilité d'impact à valeur non nulle est détectée. D'après cette liste, le prochain à passer près de nous, du coup, ce sera en 2022. Il mesure 13 mètres seulement, mais la probabilité d'impact est inférieure à 0,001. Alors très vite, la différence entre une météorite et un astéroïde, on parle souvent de météorite quand on pense aux collisions. Oui, en réalité, il n'y en a aucune. La météorite, c'est seulement ce qui finalement arrive sur le sol, précisément un corps rocheux d'origine extraterrestre qui a survécu à cette fameuse traversée de l'atmosphère. Et est-ce que c'est dangereux pour l'homme, une météorite ? Alors, en fait, ça, c'est le grand sujet, parce que jusque-là, on n'avait pas de preuve que c'était vraiment dangereux pour l'homme. Mais cette année, l'équipe de l'Institut SETI a trouvé le premier mort d'une chute de météorite. Pour ça, elle s'est aidée des archives de l'État de Turquie. Les chercheurs ont ainsi trouvé la preuve que le 22 août 1888, un homme a bien été tué par une météorite. Des preuves jugées valables par la communauté scientifique. Ce qui est fou parce qu'en réalité, il n'y a qu'une chance sur 100 milliards d'être tué par une météorite qui nous tombe dessus. Mais surtout, il y a eu un événement en 2013 en Russie dont je voulais vous parler. La chute d'un astéroïde qui a été enregistré du début à la fin. Vous le voyez sur les images. Là, ça s'est passé dans la ville de Tcheliabinsk, dans la région de l'Oural, avec une lumière aveuglante. Les témoignages racontent une détonation assourdissante qui a fait trembler le sol, jeter les hommes par terre et pulvériser les vitres. Résultat, 1600 blessés et 25 millions d'euros de dégâts. Impressionnant. Et alors, il y a un intérêt scientifique à étudier les astéroïdes aujourd'hui ? Oui, il y a un intérêt scientifique à les étudier. Au-delà du risque de mortel pour l'homme ? Oui, parce qu'en fait, quand on étudie les astéroïdes, on étudie aussi cette matière qui pourrait être issue d'un noyau d'une ancienne planète, puisque c'est comme ça qu'elles sont formées. Et donc, ça nous renseigne sur les noyaux d'anciennes planètes telluriques, telles que Mars,
et cette caractéristique attire les chercheurs de la NASA parce qu'ils n'ont jamais étudié en fait un objet qui ne soit composé ni de roche ni de glace. C'est pour ça qu'ils envoient, parce que c'est le cas des astéroïdes classiques, mais il y a un astéroïde qui s'appelle Psyché 16, et on envoie donc, je reprends le fil de tout ça, on envoie bientôt une mission sur cet astéroïde, parce que figurez-vous qu'il est composé d'une richesse qui pourrait représenter 700 milliards de dollars. C'est-à-dire que sur cet astéroïde, Psyché 16, qu'on a repéré, 93 milliards de dollars par habitant, c'est la somme que ça représenterait si on ramènerait cet astéroïde sur Terre, parce qu'il est constitué d'un alliage de ferro-nickel et on pense qu'il contient des traces de métaux précieux comme la platine, l'or ou encore le rhénium. Donc pour le vérifier, on envoie cette mission. Ça rappelle aussi la mission Osiris-Rex qui est en cours actuellement. Pour la première fois, on est allé chercher des échantillons sur un astéroïde. Merci beaucoup Cécilia Sévry. Je vous laisse changer de plateau pour aller nous présenter le Lab Startup dans quelques instants. Merci beaucoup Francesca Musiani d'être restée avec nous tout au long de cette émission. Vous êtes chercheuse au CNRS, spécialiste reconnue pour vos travaux sur la gouvernance de l'Internet. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est presque la fin de cette émission, donc à suivre 4 jeunes pousses innovantes dans le Lab Startup. Nous, on se retrouve dès lundi pour de nouvelles discussions sur la tech. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end.